Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Vous savez que l'édition du vendredi, c'est l'opportunité de prendre le temps de regarder le monde qui change en découvrant la réflexion d'une personnalité, la réflexion et l'expertise d'une personnalité. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter les transformations du travail, les transformations de l'entreprise start-up, mais aussi nos nouvelles collaborations avec les machines et les logiciels dans l'univers professionnel. Alors tout cela, on va le faire par le prisme de la philosophie grâce à Julia de Funès, qui est mon invitée, et ce sera donc dans la grande interview. Et puis Smart Tech se refermera sur son rendez-vous Space Tech, qui sera dédié cette semaine à la formation dans le secteur spatial. Mais tout de suite, sans plus attendre, on part pour la grande interview de Julia de Funès, conférencière, auteure et philosophe. Pour cette grande interview philosophe, j'ai convié une docteure en philosophie, diplômée aussi d'un DESS en ressources humaines, conférencière experte des questions touchant au monde de l'entreprise, auteure également d'ouvrages comme Socrate au pays des procès chez Flammarion, ou encore avec Nicolas Bouzou de la comédie Inhumaine, publiée aux éditions de l'Observatoire en 2018. Bonjour Julia. Bonjour. Funès, merci beaucoup d'être sur le plateau de Smart Tech. Alors, cette rencontre déjà entre la philosophie et l'entreprise, elle est née finalement d'une curiosité personnelle de vous, étudiante, qui vouliez sortir du monde académique. Oui, enfin, sortir du monde académique, j'ai toujours eu ce goût-là, mais je me demandais vraiment ce que c'était que l'entreprise et j'étais attirée par le recrutement en me disant mais c'est formidable, cette fonction, on doit rencontrer des gens tous les jours, plusieurs fois par jour, donc j'étais attirée par l'idée de rencontre à travers le recrutement. Est-ce que vous gardez en mémoire de cette expérience de la découverte du monde de l'entreprise ? C'est de l'étonnement, oui, enfin de l'étonnement, mais pas au sens... oui, enfin de l'étonnement, oui, bien sûr. Et puis beaucoup de déconvenus aussi. C'est-à-dire que finalement, ce que j'espérais en termes de rencontres, c'était plutôt du clonage. Il fallait que je repère exactement les mêmes CV pour envoyer les candidats chez les clients. Parce que vous êtes devenue donc chasseuse de tête. Enfin chargée de recherche. C'était vraiment le premier boulot où on chasse au téléphone les gens pour essayer de leur vendre un autre poste. Et je trouvais ça, c'est très bizarre, en sortant de philo, où on a quand même des cours de philo morale. Je trouvais ça déjà assez immoral d'aller chercher des gens pour les débaucher. Et en plus, je me sentais être une imposture parce que j'avais 25 ans et j'étais censée recruter des gens qui m'expliquaient leur métier, qui en avaient 40, 50. Je ne comprenais absolument rien à ce que les gens me disaient parce que moi-même, n'ayant pas exercé le métier, c'est très compliqué de découvrir et de juger quelqu'un sur un métier qu'on n'a jamais exercé. Donc, tous ces questionnements m'ont finalement éloignée. Ça ne veut pas dire que j'ai une vision négative de l'entreprise. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, justement, c'était un petit microcosme où se jouait beaucoup de comédie humaine et c'était formidable du point de vue philosophique de l'observer, de le lire philosophiquement et c'est pour ça que j'en ai fait un premier livre et c'est comme ça qu'après j'ai mêlé les deux sphères. Oui, parce que vous avez fait donc le retour à la philosophie, mais finalement vous êtes aussi devenue entrepreneuse. Enfin, non, c'est un trop gros mot parce que je suis toute seule, c'est juste une entité pour facturer, vous voyez, mon entreprise. Donc c'est pas du tout une entreprise. Mais vous l'avez pas non plus totalement abandonné, donc ce secteur de l'entreprise, puisque c'est de ça dont vous êtes devenue l'experte aujourd'hui. Oui. Enfin, experte, non, mais c'est le hasard de la vie qui en ayant écrit un livre, finalement, c'est BFM Radio d'ailleurs, qui m'avait demandé des chroniques qui cherchait à mêler évidemment le monde des RH et le monde de philo. Donc c'est le hasard de la vie. Et puis quand les premiers clients m'ont demandé des conférences en philo dans l'entreprise, j'y croyais franchement pas du tout. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec Descartes, Nietzsche ou Kant dans l'entreprise? Et puis finalement c'est en faisant que j'ai été assez convaincue en me disant mais finalement dans les entreprises on utilise beaucoup de concepts, beaucoup de mots, on questionne pas parce que c'est pas l'objet de l'entreprise, elles n'ont pas forcément le temps de faire ça. Et résultat, mettre un peu de sens, mettre un peu de contenu, décortiquer certains concepts pour éviter les poncifs, les manières de faire managériales, comportementale, langagière, un peu stéréotypée. La philo, qui est un esprit critique, qui est du discernement, permet aussi de libérer les intelligences et de désengourdir certains esprits. Et alors, quand on dit l'entreprise, il y a l'entreprise telle qu'on l'imagine, assez traditionnelle, un grand groupe. Oui. Et puis, il y a tout l'écosystème des startups, dont on parle beaucoup, nous, dans Smart Tech. Est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques de la part des startups? Alors, moi, j'interviens très peu dans les startups, justement, donc il doit y avoir des différences.
différence. Et je trouve qu'enfin, ce qui est très frappant, c'est qu'évidemment, dans l'idée de la start-up, il y a l'idée de l'entreprise, au sens de l'entreprendre, qu'on peut parfois perdre de vue dans les grandes entreprises qui sont évidemment englouties sous des procédures de la bureaucratie et qui fait perdre de vue parfois le sens de ce qu'ils entreprennent. Ouais. Donc, je trouve que la start-up a tout ce rôle à jouer. Et ça ne veut pas dire, évidemment, je n'ai pas la vision angélique, naïve de la start-up. Il y a aussi beaucoup de codes, il y a aussi beaucoup de choses à respecter, et parfois beaucoup de stéréotypes aussi. Mais néanmoins, il y a cette idée d'entreprise et puis de déplacement du sens du travail. On travaille, mais on voit très clairement la finalité de ce qu'on fait, en tout cas plus clairement, parce que déjà, c'est en général à une échelle beaucoup plus réduite. C'est moins pachydermique que la grosse entreprise, mais je trouve que la grande entreprise aujourd'hui retrouve cette logique de l'entrepreneuriat, se questionne énormément sur tout ce qui est sens du travail, sens de l'entreprise, sens du management, et se rapproche d'une logique très entrepreneuriale qu'on voit évidemment régulièrement dans l'idée de la start-up. Alors c'est lié sans doute à cette transformation numérique qui touche aujourd'hui tous les secteurs et finalement oblige à aller vers des technologies, donc vers de l'agilité, donc des modes de fonctionnement start-up. Qu'est-ce que, selon vous, ça change profondément dans l'entreprise, l'arrivée de ce numérique, de ces nouveaux usages, de cette transformation qui a été en plus menée de manière hyper accélérée pendant ces derniers mois? Oui, si on pense au télétravail, au travail en distanciel, par exemple, comme nouveau mode de fonctionnement, bien sûr que ça existait avant, mais ça a été amplifié, et ça change très clairement le sens du travail. On voit qu'il y a un changement de paradigme. On le sentait déjà avant la période Covid, mais là, ça s'accélère. Et le télétravail mêle le travail à la vie, mêle le travail à la vie du foyer. Il domestique le travail d'une certaine façon, d'où la difficulté vie pro, vie perso dont beaucoup de gens parlent, parce que c'est évidemment très compliqué de mêler ces deux sphères-là. Mais en domestiquant le travail, si vous voulez, pour moi, il ne dévalorise pas du tout le travail. Au contraire, il lui redonne tout son sens. Parce que considérer le travail comme un moyen au service de la vie, c'est tout le sens du travail. Considérer, comme on le faisait peut-être avant, le travail comme une finalité en tant que telle, comme ayant un sens en lui-même, c'est une absurdité. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Si votre travail a du sens, c'est qu'il répond à une finalité, enrichir les gens, instruire les gens, informer, etc. Donc c'est toujours une finalité extérieure au travail qui vient justifier le travail. Et là, le télétravail, en faisant du travail un moyen au service de l'existence, en déplaçant le travail, je trouve, lui redonne tout son sens. C'est ça le paradoxe, c'est que le travail retrouve du sens en concédant à n'être qu'un moyen au service de la vie. Et tous ces nouveaux modes de fonctionnement, ça change la relation aussi qu'on peut avoir avec l'entreprise. Oui, parce que là aussi... Ça ne distend pas le lien, justement, cette distance je crois physique. Pas du tout. Ça peut aussi le renforcer. Ah oui, non, je crois pas du tout. Au contraire, je pense même... Souvent, on invoque, ça me fait penser ce que vous dites, à ce contre-argument qu'on entend comme un poncif. Le télétravail va empêcher le travail collectif, ou en tout cas, le collectif sera amoindri par le télétravail. J'y crois pas du tout. Vous avez vu que, le présentiel ne garantit pas du tout un travail collectif, un engagement, une motivation très forte. Bien au contraire, parfois on est les uns à côté des autres et une usure continuelle peut se faire sentir. Deuxièmement, le télétravail en France, c'est très rarement 5 jours sur 5, donc ça n'empêche en rien les moments de retrouvailles. Et enfin, je crois, et argument plus philosophique, que le fait de distancer et de virtualiser les relations les rend d'autant plus attirées et désirées. Ce que je dis là pour le travail est vrai en amour et vrai en amitié. Il faut parfois se séparer, se distancer pour retrouver toute la saveur de la retrouvaille. Donc au contraire, je crois que l'entreprise redeviendra un moment vraiment de collectif, de convivialité, parce qu'elle devient moins un lieu de travail. On peut travailler d'ailleurs. Donc ça va vraiment être un lieu de collectivité, de rencontre et de travail ensemble. Retrouver le plaisir de se retrouver, le désir de travailler. Mais le revers de la médaille, c'est aussi pour les managers, c'est une grosse remise en question sur la manière de piloter ces équipes. Alors on a tout un tas d'outils numériques qui permettent de mesurer, surveiller les connexions. Mais alors là, est-ce qu'on ne va pas tomber dans quelque chose d'un peu psychotique? Alors moi, je ne ferai pas ce procès d'intention. J'ai rarement vu des dirigeants si malveillants ou en tout cas si mal intentionnés. Mais il y a quand même cette culture de la donnée, de la data qui fait qu'on mesure sans cesse de plus en plus de choses. C'est vrai, mais je trouve que c'est une visibilité maîtrisée et dans le temps et dans l'espace. On donne à voir ce qu'on veut bien montrer de soi-même. Si on n'a pas envie d'apparaître, on peut quand même se cacher et faire autre chose. Donc ça a tout un avantage.
Alors que la visibilité depuis des années dans les entreprises est permanente. Quand on était en présentiel, je veux dire, les entreprises depuis des années sont en open space, en flex office, donc on est visible en permanence, tout est transparent, il y a moins de murs, moins de matière, moins de bureaux fermés, et il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. Donc on est en représentation quasi permanente. Je crois au contraire que les nouveaux modes de fonctionnement libèrent psychologiquement de cette visibilité permanente. C'est un refuge, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que beaucoup de gens, 70% des salariés plébiscitent le télétravail, c'est qu'on se sent quand même protégé, même derrière un écran, et même s'il y a des visios toute la journée, c'est une visibilité qui est beaucoup plus contrôlée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, pour juste prolonger la question, c'est que le management change. On est obligé maintenant, acculé, à passer à un management par la confiance. Et c'est pas juste par bien-pensance ou ambition philanthropique, philosophique que ce mot est invoqué et qui fait bien. Non, pas du tout. C'est une obligation. On n'a plus le collaborateur sous l'œil en permanence, donc on est bien obligé de lui faire confiance. Il y a des gens qui en sont absolument incapables, qui sont encore dans une logique managériale très contrôlante, mais je crois que c'est pas du tout l'avenir du management. On attend autre chose d'un manager aujourd'hui. Alors, moi, je continue à me faire l'avocat du diable. L'intelligence artificielle, donc on nous dit qu'elle arrive de plus en plus partout dans nos métiers, y compris les métiers à plus forte valeur ajoutée, donc oui. Justement de management, de stratégie. Donc c'est une véritable révolution du travail qui est engagée. Ça veut dire aussi qu'au quotidien, on collabore davantage avec des machines et des logiciels. Finalement, notre collaborateur n'est plus forcément un être humain. Est-ce que ça change les rôles de compétition, de positionnement de soi par rapport aux autres dans l'entreprise ? Oui, et je crois que ça nous accule là encore une fois à être humain, parce que si on se met sur la logique très procédurale, mécanique, mathématique, la machine fait déjà bien mieux que nous, et on le voit sur certaines tâches. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement l'intelligence artificielle qui rivaliserait avec l'intelligence humaine, mais c'est l'intelligence humaine qui s'artificialise très vite dès lors qu'elle reste sur une logique très procédurale. Et malheureusement, il suffit pas de... Parfois, on a l'impression on est à côté d'humains qui ont quand même une logique assez robotique. Donc moi, c'est pour ça que ça m'inquiète plus. On l'a encore dans certaines grandes entreprises où on embauche des gens pour leur faire dire c'est pas le process. J'aurais mis l'exemple très concret, et vous en avez comme moi dans notre existence, on en a tout le temps, et ça rend dingue, parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de la digitalisation, si l'esprit humain, si puissant, se met exactement sur la même logique très procédurale, franchement, la machine nous dépasse, et nous devenons des intelligences artificielles très bas de gamme. Ouais. Donc moi, je trouve que pour ne pas faire des nouvelles technologies des puissances autonomes qui viennent rivaliser avec nous, mais des moyens à notre service, il faut qu'on mise sur ce qu'on a de spécifiquement humain. La prise de risque, l'intuition est spécifiquement humaine. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est incapable de prendre des risques, ou les risques qu'elle prend sont des risques intégrés dans ses algorithmes, donc ce sont des faux risques. La question du sens, de la réflexivité sur ses propres actions, de la finalité de ce qu'on fait, c'est un questionnement spécifiquement humain. Là aussi, même l'IA forte aujourd'hui, dans 50 ans, j'en sais rien, mais aujourd'hui, l'IA forte est incapable d'avoir cette réflexivité sur ses propres actions. La confiance, on en parlait, c'est aussi un pari sur l'inconnu. Si je vous fais confiance, je ne sais pas comment vous allez vous comporter, c'est vraiment un pari sur l'inconnu. Ça, la machine est incapable de faire ça. Donc, il y a quand même beaucoup de domaines d'action, de manières de faire, de manières de penser, qui sont encore spécifiquement réservés aux humains. Donc, misons là-dessus et utilisons tout ce qui est technologique pour faire les tâches les plus, évidemment, répétitives. Et alors, miser là-dessus, ça veut dire aussi travailler sur la formation oui. En continu. Oui, et alors ça, les formations, je trouve, vraiment, mais je ne veux pas paraître cynique, parce que j'admire l'entreprise pour plein de choses, et c'est parce que je crois en l'entreprise que j'ai ce discernement sur elle, et je trouve que les formations sont parfois toutes plus stéréotypées les unes que les autres. Quand vous devenez un manager, en gros, les formations en management sont devenues très procédurales, très mécaniques. Aujourd'hui, le management en France, c'est une promotion. Quand vous travaillez bien, très bien, vous devenez presque automatiquement manager, alors que le management, c'est une compétence. Alors qu'on n'a pas forcément envie de le devenir. Il y a des gens qui travaillent très bien, qui n'ont pas forcément envie de devenir manager, on les comprend très bien. Et puis il y a des gens qui feraient bien de ne pas l'être parce qu'ils n'ont absolument pas les compétences pour l'être. Mais vous devenez manager, vous suivez le parcours management, vous suivez les modules formation, prise de parole en public, etc. Et on vous moule dans le rôle, dans la posture, comme diraient les coachs. C'est un langage de coach que je n'apprécie pas vraiment beaucoup, mais et vous rentrez dans la posture du manager. Et donc là, il faut que vous ressembliez à l'idéal qu'on se fait du manager.
je crois que le management, quand on disait c'est une compétence, c'est vraiment une histoire d'authenticité. Vous prenez tous les grands leaders, tous les grands managers, ils ont chacun leur style, ils ont chacun leur charisme. Trump a son charisme, Sarkozy a le sien, Macron a le sien, etc. Christine Lagarde, très incarné. Je dis pas de femme, voilà, de très incarné. Donc c'est vraiment une histoire d'authenticité, d'oser être soi-même. Il n'y a rien de plus impactant que quelqu'un qui est dans la vérité de son message, dans l'authenticité de son être, et peu importe la posture qu'il adopte, c'est pas ça qui fait le charisme. Mais là, encore une fois, dans les formations, vous avez raison, il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de conformisme, et malheureusement, ça ressemble à de la robotisation. Et d'ailleurs, autre provocation un peu, c'est finalement de nous mettre dans ce cercle de formation continue. Oui. Ça peut avoir un revers de la médaille peut-être, parce qu'on fait de nous des machines apprenantes, c'est-à-dire qu'on se retrouve encore là en compétition avec les machines learning, et on doit nous-mêmes donc apprendre davantage, différemment, sans arrêt, sans cesse. Oui, mais ça c'est super d'apprendre, de tout le temps se remettre en question dans des disciplines plus en philo par exemple, et on apprend tous les jours parce qu'on se contredit, on approfondit, donc ça c'est formidable de s'enrichir quotidiennement. C'est pas ça qui m'inquiète, mais ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il y a parfois une inadéquation entre les formations et puis les besoins du marché du travail. On se forme, il n'y a pas longtemps j'étais dans une école de management qui formait des leaders en disant on va tous être des leaders, enfin les managers seront des leaders demain, c'est faux. On a besoin parfois de personnes qui occupent des fonctions beaucoup plus concrètes, donc il y a une disparité, parfois une contradiction entre les formations et les besoins réels du marché, et puis dans les formations qui sont utiles, il y a parfois beaucoup de stéréotypes, beaucoup de conformisme qui ne permettent pas d'appuyer sur la singularité de chacun et au contraire qui insistent sur ce qu'on a de plus commun. Donc on n'a pas encore fait notre révolution numérique sur la partie formation, visiblement. On peut aussi parler du recrutement en entreprise qui fait de plus en plus appel, là aussi, aux logiciels, aux machines. On a même vu des expériences d'avatars qui vous font passer des entretiens. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, moi, quand j'étais consultante en recrutement, j'étais clairement une machine aussi. J'avais pas besoin d'avatar. J'avais l'impression de poser les mêmes questions, de regarder les mêmes choses, de regarder les mêmes CV, et hop, de faire passer les mêmes clients. Donc, il suffit pas d'être une machine. Parfois, on peut être un humain et assez machinal. Mais effectivement, c'est génial dans le domaine du recrutement d'avoir ces nouveaux outils parce que ça permet d'éviter toute la bêtise humaine. C'est un premier filtre, en fait. C'est un premier filtre et c'est génial. Et donc, il ne reste plus que la partie humaine qui se joue sur l'intuition. C'est très difficile le recrutement parce que c'est du fit, comme on dit, de l'intuition, de l'aléatoire, du contingent. On parie sur l'autre. C'est un acte de confiance énorme parce qu'on ne sait évidemment pas comment l'autre va se comporter à terme. Et c'est justement l'exercice même par excellence d'une des spécificités humaines qui est cette confiance, cette intuition et ce jeu avec les contingences qu'il ne faut pas toujours vouloir réduire, minimiser les risques, sécuriser les choses et donc s'engouffrer dans la voie machinale. Aller chercher des profils un peu différents. Ouais, des gens qui n'ont pas déjà fait exactement le même métier, par exemple. Alors, il y a quand même une problématique, c'est que dans la tech, en général, on est en quête de nouveaux talents, de nouveaux profils, mais alors on n'en a pas assez. Voilà. Donc, comment faire pour attirer davantage ces talents, en particulier sur les métiers de la tech, et puis des talents, si possible, de la diversité, de la mixité ? Ah oui, alors ça, c'est une autre problématique aussi, l'inclusion, la diversité, la parité. Si je prends juste l'exemple des femmes, parce que c'était le mois consacré, dans beaucoup d'entreprises, c'était le mois consacré à la diversité. Moi, je trouve que parfois, on cible mal le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est pas d'avoir des quotas et d'avoir de la mixité, des femmes, 5 femmes dans un comité d'administration. Ça ne résout pas du tout le problème des femmes en entreprise. Si je prends juste celui-ci. C'est une question philosophique, mais bien justement, sûr, d'intégrer de la diversité, de la mixité dans son entreprise. On soigne le symptôme, mais on ne soigne pas la cause. Et la cause, c'est que la vie des femmes, la plupart du temps, est incomparable à celle des hommes. Donc, c'est les conditions d'accès à la liberté, les conditions d'accès au travail qui ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas le fait d'occuper un poste, ce n'est pas un problème statistique, mathématique, il faut le prendre en amont. Et les femmes qui occupent des postes à très haute responsabilité, c'est parfois loin d'être une libération. Donc, on comprend aussi, parce qu'il faut tout gérer en même temps, donc on comprend beaucoup aussi les femmes qui ne vont pas vers ces carrières-là ou certains domaines aussi, parce que, alors si je prends les domaines, c'est qu'il y a aussi beaucoup de domaines, la tech c'en est un en particulier, qui est très connoté de façon masculine, qui a des codes masculins. Et donc c'est très compliqué de s'accomplir comme femme et de se réaliser en tant que technicienne ou dans la technologie. Il y a parfois une contradiction qui est très présente pour les femmes entre les codes de la féminité, il faut ressembler à une femme pour être valorisée sexuellement, socialement, etc. Et puis un métier qui est encore très connoté du point de vue
masculin. Donc parfois il y a un télescopage des sphères et donc il y a tout un travail, je crois, d'image à faire, de revalorisation de certains domaines en montrant des exemples féminins qui sont féminins dans ces domaines-là. Et puis la femme aussi, alors là pour le coup, a tout un travail à faire aussi pour se déprendre parfois des codes dans lesquels elle rentre, les archétypes, pour ressembler à la femme sexy, ressembler à la femme socialement valorisante et se dire, et puis privilégier bien sûr l'authenticité. Et ça c'est tout ça. Alors là c'est plus que philosophique. Oui, enfin c'est très philosophique, ouais. Alors, on va arriver à quelque chose d'un peu plus personnel, puisque vous appelez Julia de Funès. Il faut dire aussi que vous êtes la petite fille de Louis de Funès, dont je suis une grande fan. Quel était son rapport, lui, à l'innovation? Est-ce qu'il était plutôt grognon ou au contraire très curieux? Non, souvent, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois on me dit qu'il était plutôt grognon, parce que comme il a une image d'acariâtre dans les films, des rôles parfois très... On imagine qu'il était comme ça dans la vie. Non, pas du tout. Enfin, vous savez, moi, il est mort, j'avais 4 ans. Donc Alors là, on vous voit justement à ses côtés. Pour cette image. Donc c'est vous avec la tétine. Oui, c'est ça. Oui, donc mince, qu'est-ce que je disais? Oui, non, il était à la fin de ce que me racontait ma grand-mère, mes parents, bien sûr. Il avait en général les dernières innovations, les dernières technologies. Je sais que dans sa propriété à Nantes, il avait tout un appareillage de vidéo absolument très performant, sauf qu'il ne savait absolument jamais le faire marcher. Donc c'est ça le problème. Donc il était très attiré, je crois, pas forcément super compétent pour y répondre, mais en tout cas très ouvert d'esprit. Et il avait même prédit, ça, ma grand-mère me l'a suffisamment raconté, il lui avait dit, écoute, dans quelques années, on aura un petit boîtier dans notre poche, on pourra s'appeler, on pourra se voir, comme ça. Finalement, c'était le portable. Donc je crois qu'il était très innovateur, comme tous les artistes en général, ils ont une vision quand même à long terme, et je crois qu'il était très féru de ça, en tout cas, oui, très ouvert et pas du tout bougon, comme on le caricature facilement. Bon, alors on rentre donc dans une période un peu plus personnelle de ce moment de l'interview. Je vais vous poser quelques questions très, très brèves, vous me répondez comme vous le sentez. Julia de Funès, par exemple, sur vos rêves, qu'est-ce que vous avez à dire? Sur mes rêves? Oui. Ah bah écoutez, mes rêves, c'est que la vie continue comme ça. Je suis gâtée par la vie, je la remercie tous les jours, je fais le métier que j'adore, je suis entourée de gens que j'adore, donc surtout, mon Dieu, que ça dure le plus longtemps possible. Voilà mon rêve. Est-ce que vous avez une interrogation? Une interrogation, j'en ai plein, je fais de la philo, donc je n'ai que des interrogations sur tous ces sujets, et toutes mes interrogations me servent à écrire des livres, donc j'espère que j'en aurai toujours, oui. Une idée fixe, peut-être? Une idée fixe, oui, je fais beaucoup de fixettes temporaires, mais là, vous voyez, j'ai des travaux chez moi, donc mon idée fixe, c'est quand est-ce que les travaux vont se terminer. C'est assez pragmatique, pardonnez-moi. Ça, je vous comprends. Vous voyez où dans 5 ans, Julia de Funès? J'espère que je me vois là, chez Bismarck, pour parler des évolutions du travail et être toujours en entreprise avec cet apport philosophique, j'espère. Merci beaucoup, on sera ravis de vous accueillir également dans 5 ans, peut-être même avant. Merci Julia de Funès. Je rappelle que vous êtes conférencière, auteure, philosophe, experte sur l'univers professionnel. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est la Space Take. On va parler de formation au secteur du spatial. Moi, en revanche, je vous retrouve lundi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en attendant. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. On connaît peu les coulisses de ce secteur, le secteur spatial. Pourtant, la France est à la pointe de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Alors, qui sont les acteurs de ce secteur? Comment sont-ils formés et quels sont leurs métiers? On va poser la question aujourd'hui à ceux qui travaillent auprès de cette nouvelle génération d'acteurs. Avec moi en plateau, Didier Gignac. Vous pilotez la filière de l'établissement Estaca, c'est l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile qui se trouve dans les Yvelines aujourd'hui. Et vous êtes vous-même, en plus de ça, ingénieur chez Ariane Group. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Et puis avec nous, depuis Toulouse, Stéphanie Lizy-Destré. Vous êtes enseignante-chercheur en conception des systèmes spatiaux, responsable du SACLab à l'école ISAE Supaéro. Bonjour et bienvenue dans cette émission Smart Space. Bonjour, merci. Alors, première question, quels sont les métiers du spatial? De quel métier parle-t-on? Parce qu'on connaît évidemment le métier d'astronaute, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Alors, qui démarre? Allez-y, Didier. J'y vais. Donc ça, en effet, il y a beaucoup de métiers
qui sont concernés par le spatial. Donc on pense tout d'abord à des métiers techniques, très techniques. Donc c'est clair que c'est plutôt ce qu'on va former dans nos écoles d'ingénieurs. Donc avec dans différents domaines, que ce soit des domaines très spécifiques au spatial, comme des disciplines qu'on appelle systèmes. Alors ça parle peut-être pas forcément, mais ça regroupe de l'aérodynamique, de la propulsion, des structures, beaucoup de disciplines qui sont utilisées donc dans les bureaux d'études. Et puis on a aussi des disciplines moins techniques. Donc déjà des disciplines techniques mais moins spécifiques. Donc on peut avoir donc liées à la production notamment, liées, comme partout, on va retrouver tout ce qui est informatique, digitalisation de l'entreprise. Donc tout ça, c'est pas spécifique au spatial, mais ça en fait partie. Et on va trouver, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va trouver en plus des disciplines qui sont beaucoup moins techniques. Donc on va avoir chez Ariane Group de la vente, des achats, liés à ça du juridique. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui font les fusées, évidemment, voilà. Il en faut, capables de construire des fusées, de construire les moteurs, de construire tous les équipements qui vont autour. Mais il faut aussi les vendre, ces fusées, vendre les vols. Stéphanie, est-ce que vous voulez ajouter une précision? Ingénieurs, techniciens, commerciaux? Alors, au-delà de ces métiers, effectivement, on va retrouver tous les métiers aussi du médical, parce qu'il y a de plus en plus d'activités autour du vol habité. Donc vous aviez cité le métier d'astronaute, mais pour qu'un astronaute puisse réussir sa mission, vous allez avoir tous les métiers qui vont le suivre, autant sur les aspects physiologiques que les aspects médicaux, mais aussi au niveau de son hygiène, de sa nourriture. Donc vous allez avoir tous ces métiers-là. En fait, j'ai l'habitude de dire que tous les métiers que l'on retrouve dans les autres domaines d'application, on va les retrouver dans le spatial. Alors pas forcément avec autant de présence, mais c'est sûr que l'essentiel, ce sont ceux que Didier vient de citer, avec autour des métiers de l'ingénierie, du bureau d'études, de la fabrication et tous les métiers transverses qui vont de la qualité au commercial, effectivement. Quel métier qu'on n'imagine pas et qui pourtant existe dans le spatial auquel on ne pense jamais? C'est une très bonne question. Effectivement, pendant longtemps, on a sous-estimé les aspects médicaux et c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Il y a aussi les aspects juridiques qui sont un métier qui est très très important et de plus en plus avec l'émergence de la problématique des débris spatiaux, donc tout ce qui va être autour de l'assurance, des aspects légaux, il y a beaucoup d'activités qui sont peut-être moins mises en avant. Oui, tout à fait. On a cité le médical. De manière générale, tout ce qui est spatial maintenant diffuse de plus en plus dans la société et va rencontrer d'autres domaines qui sont en dehors du spatial, mais qui de plus en plus font appel à des technologies spatiales. Donc, l'agriculture, par exemple, ou l'aménagement du territoire de manière générale. Donc, on voit bien que de plus en plus, des gens formés au spatial devront travailler dans d'autres domaines que le spatial pur. Pur et dur. Pur et dur, la technique, l'ingénierie, la fabrication. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois que ça représente le secteur spatial aujourd'hui en France? Est-ce que c'est mesuré? Alors, justement, moi, on a discuté un peu hier, j'ai regardé un peu sur Internet, donc on trouve de l'ordre de 15 000 emplois à peu près en France et 35 000 en Europe, mais je pense que c'est un peu réducteur, parce que ça ne représente que les gens qui travaillent exclusivement dans des industries spatiales. Oui, en fait, il y a l'aéronautique. En général, c'est compté avec, et c'est vrai qu'on a du mal à voir la frontière entre l'aéronautique et le secteur spatial. En plus. Stéphanie ? Pardon, excusez-moi. Effectivement, alors à l'ISAE Supaéro, on forme des ingénieurs qui vont avoir un profil qui est aussi bien aéronautique que spatial, puisque c'est le positionnement de l'école. Et les étudiants, vous allez avoir ceux qui vont avoir l'envie de se spécialiser vers l'aéronautique ou le spatial, ou ceux qui n'ont pas envie de prendre de décision et qui vont pouvoir passer de l'un à l'autre. J'ai souvent l'habitude de prendre...
de donner l'image que l'aéronautique, on va être plus sur la production de chaînes et avec en grand nombre, puisque les avions, on va les fabriquer en plus grand nombre, alors que pendant très longtemps, le domaine spatial était sur la fabrication de modèles qui étaient uniques et spécifiques, dépendant de chacune des missions. Donc alors ça, c'est une des grosses différences dans l'état d'esprit et les méthodes de travail. Après, on va avoir l'environnement spatial qui est très différent de l'environnement aéronautique, donc qui va avoir des contraintes sur la conception qui va être différente. Mais on va faire appel aux mêmes grandes de sciences et même domaines de connaissances et de compétences. Bien sûr. Ce que je pourrais rajouter peut-être vis-à-vis de ça, c'est que donc on prévoit que ce nombre va augmenter assez sensiblement du fait de ce qu'on disait d'abord, donc du fait que le spatial diffuse dans d'autres domaines, et deuxièmement, on parlera peut-être après, donc de fait donc la réduction des coûts liés au New Space. Oui, on va en parler de cette mutation. Notamment, voilà. Forcément. Et donc, de ce fait-là, on prévoit donc une augmentation importante, et donc on forme de plus en plus d'ingénieurs au spatial. Donc c'est pour ça, notamment qu'au niveau Estaca, on a une formation nouvelle qu'on va mettre en place prochainement pour faire face à ces demandes croissantes dans le domaine du spatial, quoi. Alors justement, vous en avez parlé de ces mutations. C'est la génération de demain, en fait, que vous formez dès aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous avez le pouvoir, dans ces écoles-là, de changer ce qui doit être changé dans le secteur spatial. Premier exemple, par exemple, c'est la diversité. Est-ce qu'on manque de femmes dans le secteur spatial, plus que dans d'autres secteurs? Stéphanie? Alors, plus que dans... Alors, je vais reprendre effectivement votre question parce qu'elle est complètement légitime et c'est un sujet sur lequel j'implique beaucoup d'efforts parce qu'effectivement, on a une constante à l'école. Ce qu'on a remarqué depuis la création, donc depuis plus de 100 ans, l'école a été créée il y a plus de 100 ans, depuis qu'il y a des jeunes filles à l'école, on n'a que 15% de nos promotions qui sont des étudiantes. Donc, c'est un nombre qui varie très peu depuis l'arrivée des premières jeunes filles. Donc ça, c'est une question que l'on essaye de résoudre et d'attirer effectivement plus les filles vers nos domaines. Ce que je remarque aussi, c'est par répondre à la question de tout à l'heure par rapport à l'aéronautique, on a plus de jeunes filles qui s'orientent dans le spatial plutôt que l'aéronautique. Mais ça reste des domaines d'activité qui les attirent moins. Alors, comment on change les choses, Didier? Alors, oui, je voulais simplement compléter ce que disait Stéphanie. C'est vrai que ça change peu. Moi, je sais que j'ai fait mes études donc là, à Centrale il y a un certain temps. Et à l'époque, c'était déjà de l'ordre de 15 à 20% de filles. Et force est constatée qu'aujourd'hui, c'est toujours à peu près le même chiffre. Ça n'a pas beaucoup évolué. Donc rien n'a été fait? Alors pourquoi les filles sont moins... Je pense que c'est plus un problème. C'est pas lié au spatial. Hein. Je pense que c'est la technique de manière générale. Hein. C'est pas que dans les écoles qui traitent du spatial. C'est dans toutes les écoles d'ingénieurs qu'on a ce déficit en... Donc c'est un problème... Comment on s'empare du sujet alors? Sociétal. Je pense que c'est pas lié à la formation technique elle-même, c'est bien avant, je pense que ça se passe. Oui. C'est une question de culture, d'éducation. D'ailleurs, pour illustrer un peu ça, donc on fait tous les ans Ariane Group une semaine, on participe à la semaine mondiale de l'espace, et donc j'ai fait en début de mois des interventions dans des au cours moyen, donc pour essayer de diffuser un petit peu donc cette envie de travailler dans le domaine spatial. Donc je ne sais pas si je verrai dans quelques années si ça portera ses fruits, mais en tout cas, voilà, c'est un peu des actions, je dirais, très amont qu'on peut éventuellement faire ce type de... Voilà, changer un peu les mentalités à ce niveau. Oui. Stéphanie, encore un mot sur ce point. Comment changer les mentalités et attirer les femmes et leur montrer qu'elles ont leur place aussi dans cette filière? Alors effectivement, je fais partie d'une association qui s'appelle OSE l'ISAE, qui est un programme d'égalité des chances dans lequel nos étudiants de l'école vont vers les collégiens, les lycéens, pour leur donner envie justement d'aller vers des carrières scientifiques. Et donc on va notamment chercher des enfants qui n'ont pas forcément accès aux sciences dans leur environnement quotidien. Et on a effectivement une action spécifique autour des filles avec ce qu'on appelle des journées campus au féminin ou du tutorat,
Par exemple, là, j'interviens dans des collèges pour leur parler de mon parcours, pour discuter des difficultés que cela peut engendrer et leur montrer que c'est faisable et que c'est accessible à partir du moment où on est motivé, passionné, mais que c'est pas plus difficile pour un homme ou pour une fille. Et c'est pour ça que j'aime bien que dans nos actions, on emmène des jeunes filles, mais aussi on emmène beaucoup d'étudiants garçons, je dirais, pour répondre à toutes ces questions-là et leur montrer que tout le monde a tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, exactement. Autre enjeu sur lequel vous pouvez intervenir, ou vous devez intervenir, puisque de toute façon la mutation est là, c'est sur le sujet de l'environnement. L'industrie, même du spatial, est en train de s'adapter à ces nouveaux enjeux pour y répondre, pour répondre à l'urgence climatique. Alors comment dans vos formations, on retrouve cette notion qui est en train de transformer de toute façon la façon dont on pense l'industrie spatiale ? Exactement. Donc, dans le spatial, déjà, donc, va vers quelque chose de plus vert et de plus écologique. J'en prendrai pour exemple donc, les journées RT, donc Ariane Group, qui ont lieu aujourd'hui et demain. Et le thème de ces journées, c'est Clean Sky et Green Propulsion. Donc, ça montre bien tout l'enjeu qu'on a dans le domaine spatial pour l'écologie. Donc, c'est clair que je vous ai parlé de nouvelles formations qu'on est en train de mettre en place. Cette formation devra faire une bonne part donc, à tout ce qui est donc, plus écologique, plus vert. Alors, ça va depuis... on pense tout de suite aux problèmes liés donc, aux débris dans l'espace, etc., qu'il va falloir... qui ont tendance à augmenter et qu'il va falloir réduire, c'est clair. Hein, donc, il y a les méthodes de propulsion aussi. Alors, des propulsions plus vertes aussi, ça fait plus partie. Vertueuses. Voilà, choisir l'hydrogène vert plutôt que... Voilà, donc l'hydrogène, on utilise déjà, mais effectivement, il faut le verdir un peu plus peut-être dans sa production. En fait, je pense que l'enjeu, il est plus au niveau aujourd'hui de la production elle-même, donc dans les usines. Donc, oui, mais pour ça, il faut éduquer donc, cette nouvelle formation pour qu'elle pense de cette façon-là, pour qu'elle amène de nouvelles idées qui soient dans le sens de l'environnement. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on met en place. Hein. Donc l'ESTACA a une action assez volontariste de mettre des formations donc, sur ces domaines donc écologiques, dans toutes les filières, hein, que ce soit automobile, aéronautique, mais ferroviaire, mais aussi spatiale. Hein, on met ça donc, on avait déjà des cours dédiés sur les débris, mais on va essayer de développer encore plus cette formation. Oui. Stéphanie, idem chez ISAE Super-Héros. La formation spatiale ISAE Super-Héros est beaucoup plus ancienne, effectivement, et donc c'est des sujets qui sont déjà intégrés depuis très longtemps dans nos formations. Alors si on parle des débris spatiaux, par exemple, c'est des enseignements que l'on dispense dans différentes thématiques, que ce soit par exemple dans les cours de mécanique spatiale pour comprendre les trajectoires des débris, mais également dans tout ce qui est conception satellite et lanceur, où là on va voir comment on s'en protège. Mais c'est vrai qu'on a été interpellés par nos étudiants qui nous ont dit c'est pas assez, on en veut plus. Donc effectivement, nous sommes en train de déployer des nouvelles formations autour des nouveaux enjeux. Donc ça, dans les différents types de formations, autour non seulement des débris, mais également beaucoup autour de tout ce qui va être, c'est ce que soulignait Didier, tout ce qui va être les lanceurs plus vertueux. Et afin d'aller encore plus loin, en fait, déjà, on garde certains étudiants en thèse et on a des sujets de thèse sur ces thématiques-là. Donc, une thèse, c'est une continuité de formation. Donc, c'est un pas entre la formation et la recherche. Donc, on a plusieurs thèses dans le SACLab, donc l'équipe que j'anime autour de ces sujets-là, comment avoir un espace plus propre. Et grâce à ces thèses-là, on va impliquer nos étudiants dans des projets de recherche et donc qui vont contribuer à faire avancer ces réflexions-là et eux à se former. Donc c'est par ce biais-là, en fait, à travers les différents projets, que ce soit des projets de recherche ou des projets d'ingénierie, on les amène à réfléchir et à se former à ces thématiques-là. Alors on a parlé du New Space tout à l'heure. C'est un sujet incontournable désormais. On parle de constellations, de nanosatellites, on parle de fusées réutilisables, on parle aussi du downstream. Vous parliez tout à l'heure du digital. On retrouve cette notion de plus en plus de mettre à profit les data dans le secteur spatial.
Est-ce que les écoles d'ingénieurs sont adaptées à cette nouvelle vague qui va demander peut-être des nouveaux métiers, des nouvelles façons de penser, des nouvelles approches, des start-upers plutôt que des ingénieurs parfois. Enfin, voilà, est-ce que l'organisme de formation qui existe aujourd'hui est prêt pour accueillir cette nouvelle vague ? Pour moi, c'est, comme vous dites, c'est incontournable. Hein, donc, c'est l'espace de demain. On voit très bien que, à côté des entreprises traditionnelles comme Ariane Group, il y a de plus en plus de start-up qui naissent. C'est un besoin, une volonté donc d'intégrer ces start-up. On voit par exemple Ariane Group, malheureusement aujourd'hui, diminue ses effectifs. Oui. Donc on forme de plus en plus d'ingénieurs dans le domaine spatial. Beaucoup vont aller vers ces nouvelles structures. Donc il faut les préparer à ça. Hein. Donc c'est clair. Hein. Et en plus, ils sont de plus en plus à l'aise dans le digital aussi, donc ils vont mettre en œuvre tout ce qui est leurs compétences digitales dans ce domaine-là. Ça va permettre aussi, en principe, de réduire les coûts d'accès à l'espace. Bien sûr. Donc, mécaniquement, d'augmenter donc ceux qui auront recours à l'espace. Donc tout ça, ça fait un peu boule de neige. Hein, donc va augmenter le nombre des personnes qui vont travailler dans le domaine spatial. Donc il ne faut pas rater ce passage-là. Oui. Donc voilà. Donc on l'a senti côté Staka et on va mettre le paquet dans les formations qu'on met en place. Oui. Stéphanie, alors ça va peut-être pas vous plaire comme question, mais est-ce qu'il va être absolument indispensable de passer par une école comme la vôtre, une école d'ingénieurs, pour faire partie de ce secteur spatial demain ? Alors, juste en complément de la réponse... On est sur la conclusion, on arrive au bout. D'accord, non, c'était juste, voilà, pour moi, non, mais ça n'a jamais été le cas non plus dans toute l'histoire de la formation. En fait, il faut tout type de profil et les écoles sont un des acteurs et des acteurs importants de ce domaine-là, mais je pense que non, au contraire, plus il y a de diversité et de profils complémentaires, mieux on fera avancer ces sujets-là. Il faut des points de vue différents et des approches différentes. On conclut, si on veut devenir astronaute, on va dans quelle école ? J'aurais envie de dire, forcément, j'ai envie de dire super-héros. Mais, il y a un exemple. Oui, il y a plusieurs exemples parce que, certes, Thomas a été diplômé de super-héros, mais on a aussi, dans la promotion actuelle, il y a Luca Parmitano qui a été aussi diplômé de super-héros, Samantha Cristoforetti qui a fait un stage chez nous, Jean-François Clairvoy qui, après Polytechnique, est venu à super-héros comme école d'application. Donc ça aide un petit peu d'être ingénieur quand même. Oui, voilà. Ça aide un petit peu. La nouvelle campagne, on voit bien que l'ESA s'est positionnée sur d'autres types de nouveaux profils. Oui, c'est vrai. Et sur une plus grande diversité aussi, on a pu le remarquer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci Stéphanie Lizy d'Estrée d'être venue à distance participer à cette discussion. Merci également à vous Didier Gignac. C'est la fin de cette émission Smart Space dans laquelle on a pu découvrir comment les acteurs de demain dans le secteur spatial seront formés. On reviendra évidemment ensemble sur le sujet. C'est la fin également de votre émission Smart Tech. On se retrouve dès lundi sur Bismart. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.